Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Ares Components et qui sera présenté aujourd'hui par Sandrine Darras et Benoît Lecomte de SKF et qui aborderont aujourd'hui donc l'optimisation de l'utilisation des roulements rigides à billes. Pour ma part, je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole à SKF. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire avec l'ambition de optimiser l'utilisation des roulements rigides à billes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Sandrine. Bonjour à tous. Sandrine qui est responsable des applications, et donc qui a un gros savoir-faire technique. Et moi-même, j'ai plutôt un background de vente et marketing et connaissance des applications où notamment se trouvent ces fameux roulements rigides à billes. On va dérouler cet agenda aujourd'hui avec vous. Bon, je vais faire une toute petite introduction sur SKF. On va surtout se précipiter sur le sujet du jour, les roulements rigides à billes. Qu'est-ce que c'est qu'un roulement rigide à billes? Pourquoi choisir un roulement rigide à billes? Enfin, les bonnes pratiques donc pour utiliser au mieux ces roulements. On donnera quelques exemples d'applications et on vous emmènera vers une conclusion, notre conclusion. Comme l'a dit Cyril, on aura l'occasion de répondre à des questions et des réponses. Mais avant qu'on arrive là, peut-être que nous-mêmes, on vous aura sollicité pour vous demander votre avis sur quelques questions qu'on a préparées. On est tous les deux avec vous, à vos côtés pour ce webinaire. Et vous allez voir, on va essayer que ça soit un petit peu interactif. Donc, qu'est-ce que c'est que SKF? SKF, c'est le leader mondial dans son domaine. Le domaine de prédilection de SKF, c'est les roulements et les paliers. Mais l'offre complète de SKF, elle est aussi plus large que ces roulements et paliers. On a dans notre offre SKF des solutions d'étanchéité, on a des systèmes de lubrification, on a des conseils de maintenance, mais on a aussi des collègues qui interviennent dans des sujets et solutions de maintenance. Et puis, on a des services chez nos clients pour des montages, pour des démontages, pour des expertises, pour des mesures en tout genre, etc. Aujourd'hui, on va, avec le sujet roulement rigide à billes, parler évidemment du roulement en tant que tel, mais vous verrez que la protection du roulement, c'est essentiel. On parlera de l'étanchéité ou de la protection des roulements, et on parlera aussi de la lubrification, et principalement de la lubrification à la graisse, dans des roulements rigides à billes. En tout cas, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le roulement rigide à billes. Ça fait longtemps que nos ancêtres réfléchissent à réduire les frottements par glissement. Et si on ne sait pas tout à fait définir la zone géographique où sont apparus les premiers rondins sous des charges qui ne glissaient plus, mais qui roulaient sur des rondins de bois, par exemple, alors on peut dire que devant nous, on a l'ancêtre d'un roulement, même avant l'invention de la roue. Donc des roulements, ça soutient et ça guide avec un minimum de frottement des arbres en rotation ou des logements en rotation. Je parlais de rondins, on pourrait assimiler ça à des rouleaux, mais le plus courant des roulements est un roulement donc à une rangée de billes, et donc les éléments roulants ne sont pas des rouleaux, mais des billes, et des billes qui sont réparties à l'intérieur d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Les billes circulent dans une gorge ou une demi-gorge qui existe dans la bague intérieure et une demi-gorge qui existe dans la bague extérieure. Donc voilà un petit cours ou une petite information sur nos ancêtres. Les applications où se trouvent des roulements rigides à billes sont très nombreuses.
on va dire que les roulements rigides à billes sont partout, dans des applications que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins. Les plus connues d'entre elles dans l'industrie, c'est les moteurs, c'est les pompes, c'est des compresseurs, c'est du convoyage, etc. Et puis dans l'automobile ou dans l'industrie du transport, on en a aussi dans les voitures, dans les boîtes de vitesse, on en a dans les alternateurs, on en a à plein d'endroits, y compris dans les deux roues, motos, mobylettes, etc., etc. Donc ces roulements rigides à billes sont très populaires et ils sont populaires, mais il y a aussi quelques guidelines ou quelques recommandations pour utiliser des roulements rigides à billes. Et je voudrais demander à Sandrine, en fait, s'il y a plusieurs types de roulements, dans quel cas on choisit un roulement rigide à billes? Alors effectivement, pourquoi on choisirait un roulement rigide à billes de par l'ensemble des applications qui ont été présentées précédemment? Eh bien, c'est parce que le roulement rigide à billes, il va permettre de répondre à un bon nombre de conditions de fonctionnement qu'on va retrouver dans ces différentes applications. Et on va le voir dans la suite d'ailleurs de ce webinaire qu'il existe dans de nombreuses variantes pour cette raison. Effectivement, le rigide à billes, il offre des performances extrêmement élevées. Et si on regarde un petit peu l'historique de l'apparition du roulement rigide à billes, de cette famille-là de roulements, on voit que ça fait plus d'une centaine d'années et que on a atteint aujourd'hui des performances élevées et que chez SKF, on a développé ainsi ce qu'on appelle la classe de roulement dit Explorer. Cette gamme de roulements, en fait, elle est basée sur plusieurs critères, plusieurs caractéristiques qui lui permettent d'atteindre ce niveau de performance, que vont être évidemment une qualité d'acier supérieure du fait de l'évolution de l'acier au cours du temps. On a un acier aujourd'hui qui a beaucoup moins d'impuretés, beaucoup moins d'inclusion, qui a une teneur en oxygène qui est beaucoup plus basse et qui va conférer ainsi des caractéristiques métallurgiques permettant d'obtenir de très bonnes performances au niveau des roulements. Et ces performances vont être suppléées dans le process de fabrication par des traitements thermiques adaptés, on va le voir par la suite, traitements qui permettent par exemple de s'assurer d'un très bon compromis en termes de résilience et de dureté. Donc, ces processus au cours de ce processus de fabrication, on va avoir aussi des choses liées, à la tolérance et à la précision accrue, qui, font, de cette gamme Explorer un roulement que vous allez retrouver dans effectivement bon nombre d'applications. Et ce qui vous intéresse, c'est la conclusion, c'est-à-dire que l'ensemble de ces caractéristiques permettent d'obtenir une charge de base supérieure. Alors, charge de base, c'est ce que vous avez lorsque vous allez dans des fiches techniques de produits roulements. C'est le fameux C, hein, la charge de base, soit en statique, en dynamique. Et c'est cette fameuse caractéristique qui permet de calculer la durée de vie. Donc, charge de base supérieure, par voie de conséquence, durée de vie supérieure. Et effectivement, si on regarde un petit peu les tests, on s'aperçoit que le roulement SKF Explorer va se retrouver au-dessus du panier en termes de durée de vie calculée et durée de vie constatée en fonctionnement dans les applications. Alors si on zoome un petit peu sur la partie processus de fabrication, j'ai parlé un petit peu du traitement thermique. Si je veux insister au-delà de ce démarrage hein, de processus de fabrication, il y a l'usinage. Il y a un accent important qui est mis sur la rectification. On le voit dans le schéma que vous avez devant vous, vont suivre en parallèle, en fait, dans les chaînes de fabrication, les bagues intérieures et les bagues extérieures vont suivre le même processus de fabrication, d'usinage, de rectification, on le voit, des pistes, des faces, des diamètres intérieurs ou extérieurs, qui vont conférer, en fait, au roulement rigide à billes une précision importante et un état de surface qui lui permet
d'avoir notamment, on le verra, des niveaux de bruit inférieurs. Une fois qu'on a passé cette étape, on a effectivement des rodages. Surtout, on va avoir l'assemblage du roulement qui va insérer là aussi des billes d'une grande qualité pour avoir un fonctionnement, comme je le disais, silencieux, un choix de type de cage. Et surtout, on va arriver à une étape qui nous intéresse, troisième grande étape que je souhaitais souligner, qui est le contrôle du niveau vibratoire. Chaque roulement, quand sorti de fabrication, va être contrôlé au niveau vibratoire. C'est un paramètre important, on va le voir dans les applications, tout autant que l'est la vérification du jeu radial du roulement. Ces deux paramètres, côte-côte, font partie des éléments qui sont pris en compte dans la sélection, dans le choix d'un roulement adéquat pour une application. Si je prends le jeu, je vais me permettre un petit exemple. Moteur électrique, parce que c'est quelque chose qui est connu par grand nombre d'entre vous, je suppose. Vous entendrez souvent parler du jeu radial dit C3, qui est un jeu agrandi, qui va permettre ainsi de tolérer une certaine dilatation au sein de l'équipement, et donc d'où l'importance soulignée de cette vérification lors de la fabrication. Et je vais insister sur une dernière étape. Vous voyez, il y en a encore plein d'autres, mais celle-là me paraît extrêmement importante, c'est la partie marquage. Effectivement, tout ce qui va entrer en jeu dans la fabrication d'un roulement, les billes, la cage, le jeu, on parlera joint et graisse, hein, comme l'a déjà un peu évoqué Benoît. Il faut que ça se retrouve sur le marquage du roulement, parce que c'est la référence qui va donner en fait l'identité du roulement rigide à billes. Et on va le voir que ceci est le reflet finalement de beaucoup de paramètres que l'on va prendre en compte dans la sélection d'un roulement, dans le choix final. Ce choix, il est basé, on va commencer par des grandes lignes de conduite, par 4 critères. Les 4 grands critères sont un critère lié aux charges appliquées, charge radiale, charge axiale, en l'occurrence pour le roulement rigide à billes dans les deux sens. C'est le reflet de la fameuse charge de base, là, le C. Un autre critère important dans les applications, évidemment, c'est la vitesse de fonctionnement. On n'aura pas le même choix qu'on ait besoin de faire tourner un moteur électrique, ou qu'on parle de convoyeur, qu'on parle de vélo, ou qu'on parle de véhicule, évidemment. Donc c'est effectivement le deuxième critère extrêmement important, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les fiches techniques des roulements. Le troisième pavé, parce que ce n'est pas vraiment un critère, c'est une combinaison de plusieurs critères, c'est la partie frottement. L'essence même du roulement, Benoît l'a dit, c'est d'avoir un minimum de frottement entre deux pièces, l'une en rotation, l'autre pas. Et pour cela, en générant une température de fonctionnement la plus basse possible, pour limiter les effets que peuvent avoir évidemment des échauffements dans une application. Dans ce pavé-là, on va avoir aussi tout ce qui est lié au niveau sonore à prendre en compte, et surtout au niveau vibratoire limité nécessaire dans les applications, parce que on veut avoir la durée de vie la plus élevée. Et le quatrième paragraphe pavé, c'est la partie lubrification et la partie environnementale, c'est-à-dire la partie pollution. Ces deux paramètres sont très importants, et ils vont permettre d'affirmer finalement, au bout du compte, le choix du roulement, de la famille de roulement rigide à billes, et au sein de la famille de roulement rigide à billes, celui que l'on souhaite, parce que vous allez le voir, la gamme des roulements rigides à billes est extrêmement importante. Benoît, je crois que vous pouvez avancer un certain nombre d'arguments pour nos auditeurs. Alors, oui, Sandrine, quand on parle de la gamme des roulements rigides à billes, je vais commencer par dire qu'il existe de nombreuses dimensions. Et si on parle du diamètre d'alésage, donc l'alésage, c'est le diamètre intérieur de la bague intérieure, ou c'est le diamètre de l'arbre. On a des roulements qui peuvent avoir des diamètres intérieurs de 3 mm jusqu'à 1,50 m, 1500,
millimètres. Donc, on a déjà toute une variété de dimensions. Mais nous avons aussi toute une variété de sections. Et donc, on voit que pour un même arbre, imaginons ici que cet arbre soit de 20 millimètres, on va avoir une grande variété de possibilités pour choisir des roulements rigides à billes. On va avoir des roulements à section mince, puis des sections normales, agrandies, etc., etc. Et donc, vous avez probablement entendu parler de roulements dont la désignation commence par un 6. On aura un 6010 ou un 6210. Et donc, ce qui va différencier ces roulements qui peuvent être montés sur le même arbre, je le répète, c'est la section. La section, elle permet d'utiliser des billes plus ou moins grosses, plus ou moins nombreuses sur la circonférence de la bague intérieure et à l'intérieur de la bague extérieure. Et donc, c'est ça qui va aussi nous permettre de différencier un roulement qui pourra supporter une grosse charge par rapport à un roulement qui supportera une charge moindre. Donc, une variété aussi bien en termes de section ou de série. On a des séries 0, des séries 2, des séries 3, des dimensions très variées. Et le roulement lui-même va pouvoir être composé de différents constituants. On va avoir toujours une bague intérieure, une bague extérieure, on va avoir des éléments roulants, ici des billes, on va avoir des cages, ici une cage métallique, mais on peut avoir d'autres matériaux pour utiliser les cages. J'en profite pour dire que les cages ont pour seul intérêt de maintenir équidistants les éléments roulants. Ça permet qu'elles ne se touchent pas et qu'elles restent équidistantes. Et puis, on va en parler un petit peu après aussi, mais on va pouvoir composer notre roulement à partir de différentes possibilités, notamment de graisse et de protection en tout genre pour éviter notamment les contaminations et essayer de garder une lubrification à l'intérieur des roulements. Donc, pour débuter, j'ai une petite question à vous poser. Et donc, je voudrais vous parler de la contamination et donc des mesures de protection qui nous permettent de minimiser la contamination à l'intérieur des roulements et de maintenir les lubrifiants à l'intérieur. La question est la suivante. D'après vous, pour toutes les défaillances que connaissent les roulements rigides à billes, combien en pourcentage de roulements qui meurent dû à un phénomène de contamination, donc d'entrée de poussière, d'entrée de silice, de résidus quelconques, de particules métalliques, etc. D'après vous, sur 100 roulements qui meurent, combien meurent trop tôt, mais meurent de contamination? Alors, vous avez un petit onglet sondage sur votre droite avec la question et puis on vous a aidé. Il y a des pré-propositions en fait. À votre avis, 5%, 14%, 36% ou 52%? Voilà. Et Sandrine va me donner le top pour vous donner la réponse. Alors, je vois pas beaucoup de réponses pour le moment. Peut-être que je ne vais pas au bon endroit ou les gens ne se lancent pas. N'ayez pas peur. Allez-y. Ah, je vois que ça répond plutôt dans Écoutez, le chat. Ça répond dans le chat. Alors, je vois du d'accord. 65%, 10, 50, 45, 85. C'est varié, 52. Alors, Les je réponses vais arrivent vous... aussi dans le sondage. Les réponses arrivent aussi dans le sondage et c'est 52% qui est en tête. D'accord. D'accord. Alors, je vais vous donner la réponse qui est la nôtre et toutes les études qu'on fait. Je vais donner qu'un seul chiffre parce que vous allez voir que les autres questions qu'on va vous poser sont aussi en relation avec quel pourcentage de roulements meurt de ceci ou meurt de cela. Et donc, la réponse à cette question, combien de roulements meurent suite à des phénomènes de contamination, la réponse, c'est 14%. La réponse est 14%. Et pour minimiser le nombre de défaillances de roulement
directement lié à un phénomène de contamination, et ben, les roulements rigides à billes, en plus d'avoir de multiples dimensions, de multiples sections, des capacités de charge différentes en fonction des séries dont je parlais juste avant, et ben, les roulements rigides à billes peuvent être équipés afin de protéger la graisse qui se trouve à l'intérieur et qui est installée en usine, mais aussi de interdire les contaminants afin qu'ils ne puissent pas polluer la graisse et venir abîmer les pistes sur lesquelles évoluent les billes. Donc, on a deux types de protection. On a une protection qu'on peut appeler flasque, qui est un flasque métallique et que vous pouvez connaître avec des références 2Z ou ZZ, un flasque métallique qui protégera donc un roulement. Mais on peut avoir aussi un joint qui est ancré dans la bague extérieure sur un insert métallique est vulcanisé un joint en NBR, souvent, il y a d'autres matériaux, et donc ça permet donc de protéger de l'extérieur et de maintenir la graisse à l'intérieur. Donc deux multiples possibilités pour avoir des roulements rigides à billes. C'est une gamme extrêmement large et quelquefois même on dessine des roulements très spécifiques pour compléter l'offre de roulements rigides à billes. On a ce que je vous montrais jusqu'à maintenant, des roulements rigides à billes à une rangée, c'est l'essentiel, mais ils peuvent exister avec deux rangées de billes, par exemple dans des applications de poulies, de galets tendeurs, des choses comme ça. On peut avoir aussi des roulements qui sont équipés d'une graisse ou d'un lubrifiant un peu solide qui agit un peu comme une éponge et qui restitue au fur et à mesure du temps du lubrifiant aux éléments roulants. Ça peut être utile quand on a des problèmes de condensation, de lavage, etc. Et donc, on veut s'assurer qu'il y a toujours, au fur et à mesure du temps, un lubrifiant dedans. Il existe aussi des roulements qui peuvent faciliter l'isolation électrique. Il y en a deux types, des roulements hybrides avec avec des billes en céramique ou des roulements avec un revêtement qui isole donc du monde extérieur, donc électriquement. On va utiliser ça principalement dans des moteurs électriques. Il existe des roulements qui sont dédiés à des environnements humide, qui ne doit pas être corrodé. Et l'application principale, pas la seule, mais l'application bien connue, c'est tout ce qui est agroalimentaire. Et donc là, on va avoir des roulements rigides à billes en acier inoxydable qui va pouvoir être proposé. Et enfin, dans des applications, par exemple, haute température, dans des fours, on peut avoir des roulements haute température avec des stabilisations d'acier qui peuvent supporter des températures supérieures à 250 degrés et plus. On peut avoir de la lubrification graphite, on peut avoir des éléments roulants et avec des bagues qui peuvent être revêtues aussi d'éléments spécifiques. Donc, on a une très, très large gamme de roulements rigides à billes. Donc, parler d'un roulement rigide à billes tout seul, c'est pas toujours facile, mais on parle plutôt d'une gamme large de roulements rigides à billes. Pour utiliser ces roulements rigides à billes, on a plein de bons conseils ou plein de points de vigilance pour vous permettre d'optimiser la durée de service des roulements rigides à billes. Et lorsqu'on parle de bonnes pratiques pour optimiser la durée de service, on va parler du cycle de vie des roulements rigides à billes. Et sur cette petite roue, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on va commencer par le secteur grisé. Et donc, on va commencer à approvisionner ou à acheter un roulement. Ensuite, on va le monter. Ensuite, on va le lubrifier si la lubrification n'est pas déjà au sein du roulement et la graisse montée en usine. On va faire très attention à l'alignement. On verra un petit peu plus tard
donc des déficiences ou des défaillances directement liées à l'alignement. On va contrôler l'ensemble et on va beaucoup plus tard, espérons-le, avoir aussi à démonter et remonter un autre roulement et reproduire le cycle. On aura énormément de points de vigilance à l'intérieur de ces différents secteurs du cycle de vie des roulements. Et donc, c'est des points de vigilance tout au long de la vie de l'équipement qu'il va falloir mettre en œuvre. Avant d'acheter un roulement, il va falloir évidemment le sélectionner. Tout à l'heure, je parlais de série, Sandrine a parlé de capacité de charge, etc., etc. On a parlé de durée de vie, on a parlé de durée de vie de service, de durée de vie calculée. Et je voudrais maintenant poser la question suivante à Sandrine. Sandrine, comment sélectionne-t-on un roulement? Comment sélectionne-t-on les dimensions? Comment sélectionne-t-on le bon roulement pour une application donnée? Alors effectivement, on a beaucoup de choses à prendre en compte pour sélectionner et choisir le bon roulement pour l'application dont on a besoin. Pour cela, étant donné qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, on a évoqué les 4 principaux précédemment, on a élaboré un processus de sélection que vous voyez à l'écran, qui passe par 8 grandes étapes et qui permet de vous guider dans la sélection, le choix, lors de la conception de votre équipement. Ça va passer, on ne va pas rentrer dans chaque détail de ce processus. Ce qui est important de retenir, c'est que ce processus-là, vous le retrouvez dans le catalogue en ligne, par exemple, mis à disposition lorsque vous allez faire une sélection de roulement. Vous avez des fiches techniques, mais vous allez retrouver ce processus. Et on va le voir après, ce processus, il va coller exactement aux différentes étapes lorsqu'on va utiliser des outils de calcul en ligne. Alors, si je peux me permettre juste de rentrer dans quelques points de ce processus, on a vu qu'on va avoir des dimensions à choisir. Benoît l'a très bien expliqué avec la large gamme qu'on a, même pour un seul diamètre d'arbre. On va regarder les charges qui sont appliquées. Bien entendu, c'est pour supporter des charges qu'on choisit un roulement. On va regarder les vitesses qui sont admissibles par le roulement, parce qu'effectivement, on utilise un roulement parce qu'on a quelque chose qui tourne, qui rentre en rotation. Donc ça, c'est un petit peu les conditions de fonctionnement générales, c'est le premier pavé, ainsi que le troisième au niveau du dimensionnement. Et puis, on va avoir des choses qui vont être liées à la typologie de montage de roulement, parce qu'il faut penser à la facilité de montage. Il faut penser aussi à est-ce qu'on reprend uniquement des charges dans le sens radial, comme les rayons d'un vélo, ou est-ce qu'on reprend aussi des charges dans le sens axial, dans le sens de l'axe. On va devoir tenir compte de la lubrification et quelque part, dans ce choix de lubrification, est-ce que on peut mettre en place une lubrification à l'huile? Est-ce qu'il vaut mieux, et c'est le cas de la majeure partie des applications, mettre de la graisse parce que c'est plus facile de la maintenir dans un boîtier autour du roulement, dans un palier, et elle va être liée directement à la fois à la vitesse et la température de fonctionnement. La température de fonctionnement qui est caractéristique de à la fois la température qu'on a en ambiante, mais aussi à la vitesse de rotation à laquelle va tourner le roulement, qui va générer des échauffements. Il va falloir choisir le bon lubrifiant pour ce faire. Et puis, énormément de choses qui va être liées à lorsqu'on a noté l'interface des roulements. Un roulement, on le monte, évidemment, sur un axe, avec un certain nombre de pièces adjacentes, et il y a une bonne façon de monter le roulement. Il y a un choix de serrage à réaliser pour monter le roulement. Je pense que bon nombre d'entre vous savent que il vaut mieux avoir ce qu'on appelle serré la bague intérieure sur l'axe qui tourne par rapport aux charges pour s'assurer qu'effectivement le roulement peut supporter les charges et entraîner l'équipement. Donc on a des ajustements à choisir, notamment on a des tolérances à recommander pour le montage du roulement. Et ensuite,
tout ceci va permettre de définir en fait la variante, ce qu'on a évoqué lors du processus de fabrication, la variante dont on a besoin. Donc nous, les fabricants de roulements, SKF fabriquent toute une série de variantes que l'on sait nécessaires pour les applications, des variantes qui sont fonction lubrifiant et étanchéité, hein, on le voit, qui est notre dernier pavé, dimensionnel, typologie de matériaux, et on va donner une référence de roulement en fabrication. Et nous, lors de ce processus de sélection, on va dire effectivement celle dont on a besoin pour pouvoir répondre aux exigences des équipements dans les différents secteurs d'activité évoqués en introduction. Donc ces critères-là, ils sont directement dans le logiciel, parce que là, vous voyez, vous sentez qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc le but n'est pas de vous effrayer dans la sélection d'un roulement, certainement pas. Et c'est pour ça qu'il existe un logiciel. On a développé un outil de calcul en ligne, vraiment facile, vraiment à utiliser, où vont être pris en compte l'ensemble de ces paramètres pertinents, hein, qu'on vient d'évoquer, et ils sont en fait pas à pas. Le logiciel va vous guider et vous allez pouvoir ainsi, en rentrant vos critères à vous, ce dont vous avez besoin, vous permettre d'arriver un petit peu comme un entonnoir, hein. J'ai une certaine dimension et puis j'ai un certain nombre de critères et je vais arriver grâce à un moteur de recherche assez simple et rapide, à une typologie de roulement dont j'ai besoin, et surtout de roulement qui existe, qui a été fabriqué, vous permettant ainsi de faire votre choix. C'est facile d'utilisation, mais pour ceux qui en auraient besoin, il y a le tutoriel qui est disponible sur YouTube pour l'utilisation de ce logiciel, de cet outil de calcul en ligne. Alors bien, J'ajoute, Sandrine, en anglais, bearing, ça veut dire roulement. Et donc, le logiciel, en fait, permet la sélection des roulements SKF. tout à fait. Alors même si la sélection, vous avez vu, on s'emballe un petit peu quand on parle de choix de roulement dans la sélection au niveau de la conception. Néanmoins, ceci n'est absolument rien si on ne peut pas le mettre en œuvre correctement, ce roulement. Alors on a parlé des étanchéités, mais là c'est surtout la partie montage et installation du roulement qui est importante. Et là, on va arriver à une nouvelle petite question, un nouveau petit sondage pour vous tous. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il y en a un certain nombre qui, pour reprendre l'expression, qui meurent, non pas de leur belle mort, hein, de la fatigue, on va dire, mais qui vont connaître des défaillances dues à un mauvais montage. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de combien ça représente? Il y a un petit sondage qui est tombé, c'est pareil, on a des pourcentages là, 5, 14, 36%, 52%. À votre avis, combien sont dus à un problème de montage? Je vous laisse quelques instants. Mauvais montage, pas uniquement à la sélection, hein, bien entendu, lors de la mise en œuvre sur le terrain, en atelier. Ah, les gens ont peur de se risquer. Moi, je vois pas trop de réponses, Cyril. Je sais pas si vous voyez un peu plus. Oui, les réponses arrivent. Donc sur le mauvais montage, ça s'équilibre, ça s'équilibre, ça s'équilibre entre 32 et 48% qui sont à égalité. Ah, d'accord, les gens sont peu Talonnés par les 16 et 24%. Ah, quand même. On a aucune, on n'a rien qui se dessine vraiment. Il n'y a pas de tendance, il y a du choix. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, c'est 16% des avaries de roulement qui sont dues à un mauvais montage. Mauvais montage, effectivement, c'est à la fois on avait dit en sélection des ajustements éventuellement qui auraient été mal choisis ou mal réalisés, mais ça peut être aussi sur la méthodologie en fait de montage. Et c'est important, on le voit sur les images, de pouvoir utiliser à la fois la bonne méthode et puis les bons outils de montage pour limiter ces défaillances, et ce d'autant plus que vous avez vu, on a parlé du processus de fabrication en usine. On a dans le processus fait très attention aux tolérances, à la précision que l'on obtient sur les pièces. Donc autant pour bénéficier de tout ce savoir-faire, les monter correctement,
lors de pour la mise en pratique. Donc, on a des outils de montage à froid, on le voit tout sur la droite, là, en douille de frappe. Et on a aussi des outils de montage à chaud. On a ici un appareil de chauffage par induction portatif qui permet effectivement de réaliser les montages même au sein des ateliers de manière assez pratique et ça permet de chauffer la bague intérieure à la bonne température, de la faire se dilater pour pouvoir la monter correctement sur un axe qui, une fois refroidi, aura le serrage adapté. Et ça, c'est la partie outillage, mais il y a la méthode à appliquer et pour cela, on a un site en ligne, donc c'est SKF Mount, qui est aussi disponible en français. C'est pas parce que les logos sont en anglais, la plupart de nos logiciels sont aussi disponibles en français, il faut le rappeler. Et il vous permet de sortir des instructions de montage, des instructions de démontage aussi d'ailleurs, qui peuvent être après directement placées et données dans les ateliers pour un suivi correct de montage de roulement. Alors le montage, c'était une des bonnes pratiques. Maintenant, un autre point sur lequel on veut insister, c'est la partie lubrification. Si on poursuit là-dedans, il faut savoir que la lubrification des roulements, je le rappelle, c'est indispensable. On ne peut pas faire tourner un roulement sans lubrifiant. Je permets une petite anecdote. Il faut savoir que quand vous déballez un roulement, effectivement, il a un papier qui est légèrement huileux. Ceci, c'est le produit de protection. Ce n'est en aucun cas l'huile qui permettra de lubrifier le roulement. Donc, il y a bien un choix de lubrifiant à faire, en particulier pour les roulements ouverts. Les roulements fermés, ce choix aura été fait en usine. Et pourquoi c'est si important que ça? Là, ce sera votre dernier sondage. Donc, c'est le dernier moment de jouer. Attention, après, vous n'aurez plus la possibilité de jouer. À votre avis, de quel pourcentage parle-t-on lorsqu'on a des avaries qui seraient dues à une mauvaise lubrification? Pareil, vous avez votre petit sondage sur le côté. 5%, voilà, c'est pareil, on vous a donné des ordres de grandeur. À votre avis, quel est le pourcentage de roulements concernés par ces problèmes de lubrification? Je vais donner un indice pour m'amuser. C'est un chiffre important. Alors, C'est un indice pas mal. jusqu'à maintenant, il y avait une tendance qui se dessinait sur les 20%. D'accord. D'accord, d'accord. C'est un petit sondage qui est intéressant de voir un petit peu la proportion par rapport aux précédentes questions. Eh bien, sachez que c'est beaucoup plus que les deux précédents. En fait, c'est les deux précédents réunis, c'est 36%, plus d'un tiers des roulements qui finalement sont mal lubrifiés. Mal lubrifié, ça ne veut pas dire uniquement pas lubrifié. Ça peut vouloir dire que le choix de la qualité, de la pertinence, on va dire, du lubrifiant, de la graisse ou d'huile, n'était pas adéquate par rapport à l'application. Vous avez vu, il y a des exigences environnementales très variées dans ce qui a été présenté. Et puis, il y a aussi le côté quantité, c'est-à-dire parfois trop de graisse ou parfois trop peu de graisse dans les roulements initialement et puis surtout en fréquence après de relubrification pour ce qui est des roulements ouverts. Alors, on a, je vous l'ai dit, deux possibilités. Soit on a choisi directement en usine un roulement avec déjà la bonne graisse lorsqu'on a fait notre sélection, soit on a la possibilité d'utiliser des roulements ouverts et de faire du regraissage en cours de cycle de vie grâce à un large choix de graisse dans la gamme qu'on appelle SKF MaPro. Donc maintenance product pour voilà, avec différentes qualités, différentes viscosités, consistances, mais ça j'allais dire c'est une autre histoire et qui va vous permettre de répondre correctement aux besoins de lubrification des roulements. Et enfin, pour terminer, un roulement, c'est pas un élément qui est monté seul dans les équipements. Sur une ligne d'arbre, on a généralement deux roulements, on peut même en avoir plus, trois, enfin on a au moins deux paliers. Et donc, il est réellement important, Benoît l'avait déjà évoqué lors de la roue, là, du cycle de vie, l'alignement des arbres, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les installations.
Alors effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu d'autres gammes de roulements, on a des roulements qui permettent d'accepter des désalignements, certes, c'est vrai, mais déjà c'est des désalignements limités. Et en plus, si on prend le cas qui nous occupe là, qui est le roulement rigide à billes, il n'admet que très peu de désalignements, pour pas dire qu'il n'en admet pas. Il est donc extrêmement important lors du montage d'avoir effectivement effectué un alignement correct de la ligne d'arbre. Là, vous avez un exemple, un moteur accouplement pompe, pour pouvoir finalement optimiser la durée de service des roulements. Vous nous avez entendu parler beaucoup de la durée de service, alors que j'ai parlé de la durée de vie lorsque j'ai parlé de la sélection des roulements. Et oui, c'est là tout l'objectif des bonnes pratiques, c'est de s'assurer que ce qu'on a pu calculer, qui est une théorie, par rapport à la pratique, il y a une certaine différence effectivement au niveau de la durée de service et on veut faire approcher la durée de service de cette fameuse durée de vie calculée en appliquant les bonnes pratiques que nous venons de parcourir ensemble. Dernier point, le cycle de vie, si vous vous souvenez, hop, il manque un petit pavé. Le petit pavé, c'est le contrôle. C'est-à-dire que là, on a fait que toute une partie du chemin. On a sélectionné, ça ne dure pas très longtemps. Bon, après, certains bureaux d'études diraient si une conception, ça peut durer un petit moment. Néanmoins, la grande partie du cycle de vie, c'est une fois qu'on l'a installé, on l'a calculé, on l'a installé, on doit la surveiller, la vérifier pour aller optimiser, aller le plus loin possible pour la durée de service du roulement. Et là, on a cité ici quelques rondes qui peuvent être faites, enfin quelques contrôles qui peuvent être faits lors d'une ronde de maintenance. On peut faire de l'inspection visuelle. Il y a des endoscopes qui permettent d'aller voir, notamment sur des gros roulements, l'état des pistes. On peut venir vérifier le niveau de bruit. Parce que généralement, c'est précurseur d'un certain nombre de défauts qui peuvent apparaître sur les roulements. Le critère important, connu de tout le monde, c'est la vérification de la température. Par thermomètre infrarouge, par exemple, il faut savoir que même si on dit que la température, c'est si on a de la température éventuellement, c'est qu'on est déjà dans un mode avancé de dégradation, ça reste dans tous les cas un critère et un paramètre extrêmement important de surveillance des roulements, parce que si échauffement, alors éventuellement risque de défaillance prématurée. On peut vérifier la vitesse de rotation, ça permet de s'assurer qu'on est toujours dans les conditions qu'on avait évoquées au niveau de la conception. Pour des moteurs électriques, on a des appareils qui permettent de vérifier les courants de décharge électrique, si on n'a pas des fuites de courant, une isolation qui se serait dégradée par exemple. Et le dernier, non moins important, qui est le contrôle vibratoire, qui est un contrôle non intrusif qui a été développé au cours de ces dernières années et qui permet de vérifier l'état d'un roulement et d'être parfois extrêmement précis sur le mode de dégradation et j'allais dire le lieu, le composant dégradé au sein du roulement. Voilà, vous avez maintenant une bonne idée de toutes les bonnes pratiques à tenir compte lorsque vous mettez en œuvre vos roulements et vous êtes prêts à les mettre en place dans les applications et à faire le bon choix. Benoît, vous pouvez vous nous donner quelques exemples là d'applications, de choix de roulement? Alors, j'en ai donné déjà quelques-unes d'applications. Je vais compléter. Et bien sûr, ce que je vais dire ne sera pas exhaustif. Il y en a tellement partout, des roulements rigides à billes. Donc, j'ai déjà parlé de roulements spécifiques qui peuvent apporter des solutions, notamment d'isolation. Je parlais de roulements avec des éléments roulants en céramique. On peut aussi isoler avec un revêtement isolant la bague extérieure ou la bague intérieure d'un roulement. Et dans ce cas de figure, on parlera de roulement in-so-coat ou de roulement isolé. J'ai parlé déjà des inox, j'ai parlé de l'agroalimentaire. Il y a des graisses certifiées agroalimentaires. Il y a une couleur de joint spécifique qui est détectable par des systèmes optiques et le tout dans acier inoxydable. J'ai parlé de roulements de haute température qui peuvent être utilisés en sidérurgie, en cuisson, dans l'agroalimentaire, dans des industries qui font du séchage ou de la peinture, des choses comme ça. Mais je compléterai aussi en disant, parce que j'ai commencé par ça, mais les moteurs, les pompes, les réducteurs
interrupteurs, les multiplicateurs, les poulies, les renvois d'angle, les galets guide-fil, les galets suiveurs, des roulements dans tout type de mécanisme sont principalement des roulements rigides à billes. Je vais sortir un petit peu de l'industrie et vous dire que vous en avez des roulements dans vos voitures. Dans une voiture, il y a une trentaine de roulements, ils ne sont pas tous rigides à billes, mais il y en a beaucoup dans la boîte de vitesse, dans les alternateurs, dans les démarreurs, etc. Il y en a aussi beaucoup dans les camions. Dans un camion, il y a une soixantaine de roulements qui ne sont pas tous rigides à billes. Vous en avez dans, j'en ai déjà parlé, moto, mobilette, etc. Mais vous en avez dans vos équipements électroménagers. Vous en avez encore, suivant les gammes, dans vos aspirateurs, ça peut encore arriver. Vous en avez dans d'autres systèmes. Il y a des roulements qui ne sont pas toujours rigides à billes, mais qui peuvent l'être dans les machines à laver, le linge, par exemple. Donc, le roulement rigide à billes, c'est un roulement extrêmement utilisé, le plus utilisé autour de la planète. Le second, c'est le roulement à rouleau conique, mais le plus utilisé, c'est celui dont on vient de parler, c'est le roulement rigide à billes. Et si nous devions conclure, Sandrine, quelle serait notre conclusion cet après-midi? Alors, notre conclusion, ce serait qu'effectivement, le roulement rigide à billes, il est d'une conception simple, mais robuste. Et on l'a vu, il existe, il est déclinable dans de nombreuses variantes qui lui permettent d'aller et de se placer dans bon nombre d'applications. Mais surtout, ce qu'on a pu voir, c'est que au-delà de la performance qui est réalisée notamment de par sa fabrication, au-delà de la sélection initiale d'un roulement, ce qui reste extrêmement important, c'est l'ensemble de la mise en œuvre, des bonnes pratiques que vous mettrez en place pour pouvoir le monter, le lubrifier, etc., le contrôler et l'amener à la durée de service optimum dans vos équipements. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver l'ensemble de cette gamme des roulements rigides à billes sur le site RS Component. Et on vous remercie tous les deux pour votre écoute et à votre disposition maintenant pour la série de questions-réponses. Alors, il y a peut-être des questions dans la rubrique questions et des questions dans la rubrique chat. Alors, je viens d'aller voir. J'ai qu'une seule question pour l'instant dans la rubrique questions. D'accord. Une question d'Alexandre qui demande quelle est la durée de vie d'un roulement en moyenne? Alors, je pense que comme c'est une question qui date d'il y a une vingtaine de minutes, Alexandre, vous avez dû voir que pour pouvoir calculer la durée d'un roulement, il n'y a pas de moyenne de durée d'un roulement. Il faut la calculer par rapport aux conditions de fonctionnement de l'application, donc les charges que vous allez mettre sur le roulement, la vitesse de rotation. Par contre, ce qui est sûr, c'est que hormis pour des applications, je vais être un peu provocante, d'un missile où on peut tolérer quelques secondes de durée de vie d'un roulement, il serait normal de s'attendre à plusieurs années de fonctionnement pour un roulement. Et si c'est plus faible, c'est que quelque part, c'est anormal ou tout du moins, c'est optimisable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Apparemment oui. Oui, merci Alexandre. Et j'avais une autre question qui était plus par rapport au webinaire. Est-ce qu'il sera disponible en différé? Oui, il y aura un replay qui sera disponible dès la fin de ce webinaire sur ce même lien ou dans quelques jours sur notre chaîne YouTube RS Component France. Alors, je vais peut-être en profiter alors pour dire quelque chose, parce que quelquefois on nous demande ça. Lorsqu'on parle de désignation des roulements rigides à billes, j'ai introduit tout à l'heure le premier chiffre qui est un 6, donc on parle souvent de 6000. J'ai pris l'exemple de 6010 ou de 6210. Et je voudrais juste donner à ceux qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui le petit truc suivant, c'est que à partir de 20 mm, donc les deux derniers chiffres de la désignation du roulement, je vais vous donner un exemple après, les deux derniers chiffres de la désignation du roulement, vous multipliez par 5 et vous obtenez le diamètre de l'arbre ou le petit diamètre du roulement, donc de l'alésage du roulement, en millimètres. Donc si je prends un 6204, je
prends les deux derniers chiffres, 0,4, je multiplie par 5, et je tombe sur un arbre de diamètre 20. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un 6210, je prends les deux derniers chiffres, le 1 et le 0, qui devient 10, et je multiplie ça par 5, et j'obtiens un arbre de 50 mm. Donc, peut-être que ça va vous éviter de mesurer des arbres, peut-être que ça va vous éviter de mesurer des roulements, mais sachez que ça fonctionne à partir du chiffre 4. 0, 4. J'ai une nouvelle question qui est arrivée entre-temps. Une question d'Yannick qui demande si les roulements à graissage à vie sont-ils aussi efficaces? Alors, je suppose que c'est aussi efficace par rapport au roulement ouvert que l'on regraisse. Alors, les roulements graissés à vie, si on choisit effectivement des roulements étanches avec déjà la graisse mise en place, ça permet de s'affranchir des problèmes liés à la pollution, puisqu'on a déjà un roulement qui est dit fermé, protégé par un joint ou par un flasque. On a déjà la graisse qui a été correctement choisie et mise en place en bonne quantité à l'intérieur du roulement. Donc, ça peut augmenter l'efficacité par rapport à un roulement ouvert, sauf si la nécessité de relubrification est apparue lorsque vous faites vos calculs de sélection de roulement et que vous apercevez que la quantité qui sera mise à l'intérieur d'un roulement fermé dit graissé à vie ne sera pas suffisante pour répondre à l'exigence de votre application. Donc, dans ces cas-là, vous passerez à un roulement ouvert. Mais dans tous les autres cas, ce sont des roulements effectivement extrêmement efficaces et simples à mettre en œuvre. Voilà, Yannick, j'espère que ça répond à votre question. Eh bien, j'ai une dernière question qui est arrivée entre-temps. Une question de Thomas, qui voulait savoir ce qui vous démarque majoritairement de vos concurrents, la méthode de fabrication, l'acier utilisé, lubrifiant. Mais il a commencé à répondre. Je pense que SKF existe depuis plus de 100 ans. SKF est une entreprise internationale et le mot de multinationale n'était pas encore inventé, que SKF était déjà présent sur toute la planète dans les années 15, 20, 25. Une grosse expérience. SKF a inventé de nombreux types de roulements. Les aciers, la sélection des aciers, la précision de l'usinage, les différentes possibilités que nous avons apportées à notre gamme au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui caractérise SKF. Mais il y a autre chose aussi qui caractérise SKF, c'est que SKF est avec des partenaires distributeurs partout autour de la planète. Donc, si quelqu'un construit une machine, par exemple en France, et qu'il l'exporte, et qu'elle sera maintenue plus tard dans un autre pays, le réseau est d'une telle densité que les produits SKF sont disponibles partout autour de la planète. Donc, c'est la puissance d'une grosse entreprise. On est le leader mondial dans notre domaine, les roulements et les paliers. C'est une présence tout autour de la planète avec une seule obsession, satisfaire nos clients avec une démarche qualité sans faille. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux attentes de la personne qui a posé les questions, mais SKF, c'est comme les roulements rigides à billes, c'est solide, c'est robuste, et vous pouvez vous préoccuper d'autres composants mécaniques, parce que ceux que vous aurez sélectionnés chez nous vont vous permettre d'obtenir ce que vous en attendez. Voilà, Thomas, j'espère que ça répond à votre question. Apparemment, donc j'ai plus d'autres questions. Donc, si vous n'en avez plus, on va pouvoir. Je peux rajouter, oui, parce qu'on est avec une oui, audience française, je peux rajouter qu'en France, on a une usine qui fabrique, par exemple, ces roulements rigides à billes. Donc, les roulements rigides à billes fabriqués en France sont fabriqués dans une usine à Saint-Cyr-sur-Loire, et il y a 1400 personnes qui y travaillent. Donc, SKF, industriellement parlant, est très présent en France. On fabrique en France des roulements rigides à billes, mais bien d'autres, des roulements à destination de l'automobile. On fabrique aussi des grosses couronnes d'orientation. On fabrique
dans le nord de la France, on fabrique des roulements à destination de l'aéronautique et des moteurs d'avion. Et on fabrique plein de choses en France au nom du groupe SKF. Donc on a Thomas justement qui dit j'espérais plus obtenir le pourquoi ils sont plus solides, mais ça doit être le secret de fabrication du coup. Ah mais Oui, mais c'est non, on aussi a le choix des répondu en composants. partie. C'est Ouais, aussi le choix des exactement. composants. C'est aussi le choix des composants. Donc, Et puis on y avait répondu, je c'est vais juste dire un La- mot, c'est sur les Explorers en fait on vous a explicité au départ, c'est une classe de performance que seul SKF a. Qui donne effectivement, vous avez dit solide, je vois entre guillemets, plus solide. Il y a le côté plus capacitif, il y a le côté plus performant, et c'est justement cette gamme-là qui entre autres permet de répondre peut-être à cette question que vous vous posez sur la performance et solidité du roman. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas, Sandrine, Benoît, si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, on va remercier l'ensemble des participants. Merci à vous. Merci d'avoir pris sur votre temps de cet après-midi de découvrir nos roulements rigides à billes. Et puis, Sandrine le disait, on a des outils en ligne. On a aussi un site SKF en ligne. Et vous pourrez aussi découvrir l'ensemble de nos solutions, que ce soit roulement ou plus largement encore des solutions sur toutes nos plateformes technologiques, étanchéité, lubrification, services à destination des industriels et nos personnels qui peuvent se déplacer sur les sites de nos clients. Ben, merci Sandrine, merci Benoît pour cette présentation. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Bien entendu, vous retrouverez tous les produits SKF sur notre site fr.rs-online.com. Et comme je disais, vous retrouverez aussi très vite l'intégralité de ce webinaire, si besoin, sur notre chaîne YouTube RS Components France. Si de nouvelles questions vous arrivent, vous pourrez également les poser dans les commentaires de la chaîne. Et pour terminer, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore. Au revoir.